Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Vous vous rappelez de Gino Brito, Dino Bravo, Ricky Martel, Les Leduc, Mad Dog Vachon? Eh bien, vous devez à ce moment-là vous douter qu'on va parler aujourd'hui de la lutte internationale et qui d'autre que le journaliste Bertrand Hébert pour nous en parler. Alors voici une entrevue que j'ai eue avec Bertrand sur l'univers de la lutte internationale, une promotion de lutte professionnelle qui était basée à Montréal de 1980 jusqu'en 1987. Dans mon enfance, avant d'avoir la lutte, la WWE, qui était la WWF à l'époque, mon intérêt au niveau de la lutte professionnelle, c'était la fameuse lutte internationale, qui a duré quand même, je pense, à peu près 5 à 10 ans, dans lequel j'ai appris à connaître les Dino Bravo, Gino Brito, Ricky Martel, les Bravo, mais aussi un nombre faramineux de lutteurs qui provenaient de l'international, comme les Road Warriors, Axe the Demolition, qui, si je ne me trompe pas, à l'époque s'appelait le Destroyer, il y avait Billy Robinson, les frères Garvin. Enfin, on a eu le paquet de lutteurs qu'on devait avoir, probablement à cette époque-là, avec des associations avec la NWA. Et j'ai demandé à Bertrand de nous parler plus précisément de cette période-là, vu qu'on en avait déjà un petit peu discuté dans une de nos premières chroniques, mais je me suis dit que ça serait le fun qu'on aille une chronique complète pour faire vraiment le tour d'horizon de ce qu'était la lutte internationale. Bonjour, M. Bertrand. Bonjour, ça va bien ce matin? Bien, ça va très bien, et toi? Oui, bien content de parler de cette histoire-là parce que plus on s'en éloigne dans le temps, plus c'est difficile pour les gens de réaliser jusqu'à quel point notre promotion locale était quand même un produit de qualité, puis un produit très, très collé sur... sur le fait français, sur le Québec. Un peu comme justement les promotions au Mexique à ce jour, les promotions au Japon à ce jour, là, qui sont très protectrices de leur territoire face aux envahisseurs. À cette époque-là, c'était le Québec contre le monde entier. Ou à peu près, effectivement. Ouais. Puis là, on peut remonter jusqu'à Yvon Robert. Là, ça a toujours été un peu la formule du héros local versus le reste du monde. Ce qui est particulier à l'époque d'International, c'est qu'on va avoir 4 héros locaux qui vont avoir des rôles différents, hein, et des rôles très spécifiques dans le spectacle, mais qui en même temps sont 4 héros locaux presque sur un palier égal dans beaucoup de cœurs de gens. Puis chacun qu'on a grandi dans ce temps-là, ben on a nos préférés, on a soit Dino Bravo, on a soit Ricky Martel, ou on a les frères Rougeau, si on était plus des amateurs de la lutte en équipe. Puis à l'époque, si je ne me trompe pas, les frères Rougeau, ils étaient 3 parce que tu avais Jacques, tu avais Raymond et tu avais le pauvre Armand qui habituellement était celui qui mangeait des baffes à longueur de combat.
Effectivement, Armand va commencer sa carrière durant cette période-là parce qu'effectivement, il y a plusieurs options qui s'ouvrent au niveau de la lutte. Armand, malheureusement, était peut-être pas le plus charismatique. Puis, quand sa chance d'aller à la WWE est arrivée, il a été blessé. Puis, il n'a jamais pu revenir de cette blessure-là là, pour avoir une carrière là, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui aurait pu se produire à partir de là en étant un troisième Rougeau à la WWE. Il y aurait sûrement eu d'autres histoires puis d'autres aventures totalement différentes dans sa carrière. Puis je l'associe beaucoup à Greg Gagné au niveau de la proportion corporelle. Greg Gagné, il était à la AWA, si je ne me trompe pas, avait un certain succès, mais dans dans la lutte internationale et surtout dans le WWE, je ne sais pas s'il aurait vraiment pu percer facilement. Moi, je pense qu'il aurait été plus ce qu'on appelle dans le jargon de lutte un scrub qu'un gros lutteur. Là. Malgré que le Genius nous a démontré que quelqu'un de très petit pouvait le faire. C'est ça. Puis, je veux dire, en étant trois, il y aurait sûrement eu des histoires de trois Rougeaux pour défendre les ceintures, peut-être. Un peu comme les New Day ou les Fabulous Freebirds. Et Armand avait pris un peu plus de tonus vers la fin de lutte internationale. Puis, juste avant, justement, que cette offre-là à la WWF. Donc, je veux dire, c'est de la spéculation. Mais moi, je pense qu'avec le nom Rougeau, puis déjà, ses frères étant établis, on aurait eu des belles choses quand même à une certaine époque. Dis-moi si je me trompe, mais il me semble que j'ai lu quelque part que le géant Jean Ferré faisait partie des créateurs de la lutte internationale. C'est-tu vrai, ça? Ben effectivement. Donc, au départ, là, faut établir que à la fin de la guerre entre les As de la lutte et Lutte Grand Prix, la lutte va connaître un creux, un solide creux au Québec, avec très peu de promotion, des petites salles, pas beaucoup de lutteurs invités, beaucoup de lutteurs locaux. On vivote très longtemps. En 1980, le père de Gino Brito va reprendre le territoire et va tranquillement lancer une promotion qui prend un petit peu plus d'ampleur puis qui va utiliser les lutteurs de New York, dont la télévision se rend jusqu'à Montréal, pour réussir à relancer un petit peu sa lutte. À son décès, Gino Brito va hériter du territoire et là va impliquer Frank Valois et le géant Ferré dans le territoire en tant que partenaire, en passant toujours par l'Office de New York puis Vince McMahon Senior, qui cherchait un peu une façon là, de placer Frank Valois parce que le géant était pour être sur la route à temps plein. Puis pour le géant à ce moment-là, c'est toujours l'objectif. Hein? On veut toujours... L'argent est là comme promoteur. Le géant était un des lutteurs les mieux payés, voire le plus mieux payé. Mais en même temps, pour sa retraite, être propriétaire d'un territoire, c'est toujours là qu'il y a de l'argent à faire. Donc, ça devient logique un petit peu, là, si on veut, pour le géant de s'impliquer au niveau de la promotion de Montréal. Il a eu ses débuts ici avec Lutte Grand Prix et il est reconnu comme un vendeur de billets hors pair. Là. D'ailleurs, Gino Brito va nous dire, peu importe le montant d'argent qu'on payait pour faire lutter le géant à Montréal, il y avait un plus-value qu'aucun autre lutteur avait dans le sens d'attirer dans le territoire ou dans la salle des gens qui seraient jamais venus autrement. Puis ces gens-là, que ce soit 1% ou 10%, si on en fait des amateurs à temps plein par la suite, c'est un gros plus pour la compagnie. Donc, c'est ces trois personnes-là qui sont au départ, là, les trois partenaires. Là, ça fait les promotions Varoussac. Parce qu'avant de s'appeler Lutte internationale, ça va être d'abord les promotions Varoussac. C'est présenté un peu vraiment comme un sport à ce moment-là. Là. Il n'y a pas de lettre de fédération, même c'est vraiment les promotions Varoussac, là, comme on voit aujourd'hui avec les promotions de boxe ou ce genre de choses-là. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Et quand on suivait même un peu la lutte via les magazines, on voyait que il y avait une affiliation au départ avec New York, il y en a eu avec Minneapolis, il y en a eu même à un moment donné avec un peu la NWA puis Ric Flair, mais jamais Lutte internationale où Varoussac a été comment on dit ça unique ou avec un partenaire exclusif. Donc, c'était très intéressant comme territoire, c'est-à-dire qu'on était ouvert et il n'y avait pas
il n'y avait pas rien d'impossible. On finissait toujours par avoir toutes sortes de lutteurs qui venaient de partout dans le monde, peu importe leur territoire d'origine. Donc, c'est pas facile quand même au début. Hein? On va dépenser beaucoup d'argent avant que les choses tournent, que le vent tourne définitivement. Et comme dans beaucoup d'endroits ce qui a trait de la lutte à partir des années 80 du moins, le vent tourne dès que la télévision arrive. Et là, ça, c'est en décembre 1980. On va, avec Guy Auré, réussir à obtenir le retour de la lutte enregistré dans les studios à Télé 7. C'est aussi pas longtemps après le moment où le câble va s'installer un peu partout. Donc là, tu n'as plus besoin d'antennes puis de taux de magie pour capter Télé 7, qui va quand même, il y a une bonne diffusion, mais c'est pas évident là, à cette époque-là de capter le poste dépendamment, mais avec le câble, là, soudainement, Télé 7, tu descends ton petit bras à la troisième rangée, puis tu pèses sur le premier piton, puis tu es à Télé 7. Et tu peux voir la lutte. Donc, comme moi, comme beaucoup d'autres gens, on va découvrir la lutte au Québec. Et facilement accessible. Et, si en plus de Télé 7, ça va être à Télé 4 à Québec, ça va être à diverses stations également en même temps. Là. Donc, ça change la donne et à partir de là, donc, dès 81, là, ça va être une montée en flèche. Là. Oui, parce que ça, moi, je me rappelais de CFCF, donc le 12, parce que je l'écoutais à Télé 4 à une certaine heure. Si je ne me trompe pas, c'était de 10h à 11h ou à 11h à midi. Et tout de suite après, sur CFCF, tu avais un autre programme de la lutte internationale avec d'autres matchs qui probablement avaient été enregistrés. Et donc, ça me permettait d'avoir 2 heures de lutte quasiment une à la suite de l'autre. Effectivement, un peu plus tard, le lutte international va avoir 2 heures de télévision. Cette heure-là, qui était à CFCF, est en parallèle sur CKOI Trois-Rivières, si ma mémoire est bonne, qui était, lui, un satellite de Radio-Canada, alors que Télé 7 était un satellite de TVA à ce moment-là. Et d'ailleurs, ça va occasionner des frictions assez intenses parce que Guy Auré est propriétaire de l'heure de télé à Télé 7 travaille avec Lutte internationale, mais quand Lutte internationale va aller chercher sa propre heure elle-même avec Tony Mullet, là, on a comme des produits en compétition qui ne le sont pas. Là. Et il y a eu des tentatives là, de récupérer toutes ces heures de télé-là sous l'égide vraiment de la promotion et non pas en partenariat avec Guy Auré, ce qui va conduire au départ de Guy Auré puis à l'arrivée de la WWE. Mais là, on se devance un peu dans la ligne temporelle. Dans notre ligne temporelle, exactement. Donc, Varoussac va bien dès l'arrivée de la télé. Là, donc, c'est une montée en flèche de 81 à 82. Quand 82 arrive, là, c'est l'explosion. Le gala des fêtes de décembre 81 est sold out au Paul Sauvé avec Big John Studd contre le Géant Ferré puis Abdullah contre Dino Bravo. Parce que là aussi, ce qui arrive, c'est qu'on va amener, Gino Brito va amener Dino Bravo pour devenir un des partenaires de la promotion, puis devenir la vedette de la compagnie. Parce que on avait eu Yvon Robert, on avait eu Johnny Rougeau. Ça prenait un nouveau lutteur local invincible. Et c'est Dino Bravo, l'homme fort du Québec, qui va gagner ces galons-là. Dino avait déjà été champion par équipe à WWF avec Dominique Denucci. Il y avait eu des succès dans les territoires dans le sud des États-Unis. Puis il avait été champion canadien international à Toronto. Il y avait déjà une réputation qui a transporté à Montréal à titre en devenant le champion international, qui est le même championnat dont on pouvait remonter la ligne temporelle, si on veut reprendre l'expression, jusqu'à Yvon Robert. Donc, c'était important. C'était présenté comme le championnat de la Commission athlétique de Montréal. Donc, c'est pas rien. Et à l'époque, il est considéré parmi les meilleurs lutteurs au monde. Puis de ce qu'on a compris, Dino avait quand même un ego bien à lui et se positionnait, il parlait toujours du championnat international comme étant un championnat au même niveau que les autres championnats qu'on pouvait voir dans le monde en termes de champion du monde. Donc, ça va donner un prestige local que, à ce jour, les gens qui ont vu Dino Bravo avec les cheveux blonds
puis Jimmy Hart, puis s'asseoir sur le dos d'Earthquake, puis des choses comme ça. Ou Earthquake s'assit sur son dos pour faire des push-ups, je pense que c'est... On a de la misère à imaginer Dino Bravo dans le rôle du top babyface d'une compagnie. Ben, c'était le Hulk Hogan. C'était le Hulk Hogan du Québec avant même que Hulk Hogan existe dans le WWF. Exactement. Puis, c'est aussi qu'à l'époque, Dino est beaucoup plus rapide, a un excellent fire de babyface sur son comeback. Là, c'est-à-dire, là, quand il était tanné, c'était un peu comme quand Hulk Hogan a Hulk up. Là, quand Dino Bravo était tanné, puis qu'il faisait ses petites stepettes, puis qu'il ramassait le méchant, puis qu'il l'attrapait dans ses bras, puis qu'il faisait un tourniquet. On le savait que c'était fini. Donc, c'est vraiment une belle époque pour ça parce que ça devient un peu, si on veut, la dernière vedette locale, la fin de cette époque glorieuse du territoire local de Montréal avec des lutteurs locaux puis des tournées partout en province puis la télévision en français au Québec. Donc, c'est super. Puis à ce moment-là, ben on va justement, comme pour les champions internationaux par équipe, comme par hasard, ben, c'est les frères Rougeau. C'est la continuité de Johnny et de Jacques Senior, c'est la royauté de la lutte au Québec. Donc, les deux plus grandes rivalités de l'histoire de lutte internationale et Varoussac, c'est Dino Bravo contre Superstar en termes d'argent et les frères Rougeau contre les frères Garvin. Puis les frères Rougeau contre les frères Garvin, ça arrive presque par accident. C'est-à-dire qu'au départ, Jimmy Garvin était là pour être préparé pour Ricky Martel, qui était champion du monde, parce que c'était un de ses adversaires préférés. Mais finalement, Ronnie Garvin était en ville pour voir sa famille, parce que Ronnie Garvin, c'est un Québécois. On organise quelque chose qui doit être quelque chose de temporaire. Et finalement, après l'angle du massacre de la Saint-Jean-Baptiste, ben ça va exploser puis être une des rivalités où on va avoir Ronnie et Jimmy Garvin partout au Québec contre les frères Rougeau. Puis ça va attirer beaucoup de gens. Là. Ouais. Donc, ça, c'est l'autre partie. Puis, au travers de ça, on a le quatrième joyau de notre couronne Québec international, qui est Ricky Martel, dont on parlera plus dans une autre chronique. Mais Ricky Martel devient, au travers des années de lutte internationale, champion du monde de la AWA. À égalité dans les magazines et dans la présentation là, de la lutte au niveau journalistique de cette époque-là, sur le même pied de niveau que le champion du monde de la NWA, Ric Flair, puis le champion du monde de la WWF, Hulk Hogan. Donc, quand Ricky Martel revient au Québec défendre son championnat, c'est quand même un événement. Là. C'est un peu comme aujourd'hui, quand un Georges Saint-Pierre revient au Québec avec le championnat du monde. C'est un peu le même feeling puis les mêmes réactions. Là. Du moins, parmi les amateurs de lutte. Là. On s'entend que c'est pas non plus une boule de neige médiatique comme on en connaît parfois encore aujourd'hui, là, mais c'est quand même quelque chose d'important. Là. Fait qu'on a 4 joyaux, 4 lutteurs qui transportent la compagnie à un niveau vraiment supérieur. Puis chacun a sa partie, si on veut, là-dedans. Les frères Rougeau vont ne jamais être partenaires, mais Ricky Martel va remplacer comme partenaire Frank Valois. Au travers de tout ça, quand Dino devient actionnaire, ben c'est Géant Ferré qui part. On a découvert en écrivant la biographie du Géant Ferré, en parlant avec Billy Dee, le superstar qui a été si important dans la rivalité que Dino Bravo, que ça s'est peut-être pas fait aussi bien qu'on aurait cru ou que André avait décidé de partir parce que Vince l'avait poussé à prendre une décision à ce sens-là. Dino Bravo et le Géant Ferré n'étaient pas les meilleurs amis du monde à cette époque-là. Ça prend une bonne dose d'ego dans cette business-là. Dino avait son ego, le Géant avait son ego, et ça va s'accrocher à quelques reprises. Et de ce que Billy Dee nous raconte, le Géant s'est senti un peu poussé vers la porte. Puis comme il n'était pas du genre à vouloir... se chicaner pour se chicaner. Il a tout simplement passé à d'autres choses. Mais ça a quand même marqué le Géant. Mais lutte internationale va connaître le sort de toutes les autres fédérations malgré la force de son territoire. Donc, si on considère les débuts en 1980, par 1985, on est à l'apogée, on fait encore des salcombes, Dino Bravo champion international, Ricky Martel est encore champion, mais
Un an plus tard, entre décembre 85 et décembre 86, on passe de 6 000 personnes au Centre Paul Sauvé à moins de 1 000. Donc, c'est quoi qui a causé la perte? C'est l'arrivée de la WWE. Okay. C'est la perte des frères Rougeau. Donc, on va perdre nos joyaux, là. Il n'y a pas de choix, là. L'argent n'est pas là. Et ce qui arrive, c'est que ce qu'on ne sait pas quand on regarde la télévision, c'est que justement, les propriétaires sont Dino Bravo, sont Ricky Martel, sont Gino Brito. Mais on perd de l'argent. Ça coûte plus cher produire l'émission. Parce que là, on va perdre une des 2 émissions. On en parlait tantôt. Guy Auré va prendre sa balle et s'en aller travailler avec Vince McMahon. Donc, la lutte à Télé 7 passe soudainement un bon dimanche matin de la lutte avec Guy Auré et Édouard Carpentier, avec Dino Bravo, Ricky Martel, les frères Rougeau, etc., à les British Bulldogs, Hulk Hogan et Tito Santana. Toujours avec Guy Auré et Édouard Carpentier. Puis ça s'appelle toujours les Super Étoiles de la lutte. Fait que c'est quand même un choc. Là, l'autre émission de lutte internationale va commencer. C'est aussi là, vraiment, là, quand ce changement-là s'opère, que Varoussac disparaît complètement de l'appellation, puis Super Étoile la lutte disparaît complètement de l'opération locale, puis ça devient vraiment lutte internationale. Et c'est là qu'on a cette émission-là là, qui est à la fois en français et en anglais, là, à Trois-Rivières. C'est sur la station de Trois-Rivières en français, puis sur la station de CFCF en anglais à Montréal. Donc, cette promotion-là va changer. Mais on va connaître quand même, là, 84, 85, comme je dis, là, c'est les Road Warriors, c'est Martel, Bravo, c'est les Rougeau, tout va bien. Si je me trompe pas, The Great Samu était là aussi. On a Great Samu qui est là, tout va bien là, jusqu'à ce point-là, ou à peu près. Mais dès que les Rougeaux vont partir, là, c'est une grosse claque parce que ça va donner non seulement une claque à l'international, mais aussi un gros boost à la WWF qui devient soudainement, c'est elle là, qui a les héritiers de Johnny Rougeau sur son spectacle. Donc, ça vient donner de la crédibilité localement à WWF. Puis, comme Ricky Martel nous a souvent dit, les stations de télévision voyaient bien la différence de production entre lutte internationale et la WWF. Fait que là, il était toujours à engloutir de plus en plus d'argent pour essayer de se rapprocher, pour toujours se faire dire que c'était pas assez, puis que c'était pas mal éclairé, puis que il suffit de regarder certaines images de cette époque-là de lutte internationale aujourd'hui, en les comparant à ce qu'on voyait aux enregistrements de Superstar de la WWF. C'est assez... la production est complètement démesurée. Là. Peu importe l'argent que dépensait lutte internationale, il n'était jamais proche de ce que c'était au niveau production. Moi, j'aimais mieux certains des personnages, j'aimais mieux certains des combats, mais au final, je veux dire, c'est noir, c'est mal éclairé, parfois mal monté, pas assez la bonne angle de caméra au bon endroit, un peu statique comme présentation. Puis tu as des arénas qui sont beaucoup plus petits. Aussi. Parce que puis justement, comme c'est totalement dans le noir au lieu d'être parfaitement éclairé comme à la WWF, ça a l'air plus petit, puis aussi beaucoup moins... il a l'air d'avoir bien moins de monde. Oui, c'est ça. Souvent, c'est le cas. Tu as l'impression d'avoir affaire à une petite compagnie indépendante qui, genre, les lutteurs sont payés à 35 $ s'ils gagnent un match, puis 30 $ s'ils perdent ou 15 $ s'ils perdent. Là. C'est ça, tu sais, fait que c'est toujours une question d'image, là. Perception is reality, donc la perception. Fait que entre 85 et 86, là, dans cette année-là, on perd des joueurs, la production ne suit pas, et plus on perd des joueurs, puis on les remplace par des moins bons joueurs ou des joueurs qui deviennent pas des vedettes, rapidement, il y en a un qui est considéré la Ligue majeure, puis l'autre qui ne l'est pas, parce que là, après ça, plus ça va mal, là, c'est Dino Bravo qui va partir. C'est Ricky Martel qui va partir. Puis c'est Tom Zink qui était devenu l'espèce de nouvelle coqueluche locale, le protégé de Ricky Martel, qui va partir avec lui pour aller faire la Can-Am Connection. Ouais. Fait que là, en l'espace d'un an, on va perdre les 4 joyaux. On va perdre la seule autre personne qui avait eu une présentation majeure, Tom Zink.
Puis on va rester avec... là, on va être en mode panique. On va transformer Abdullah en gentil. On va transformer Steve Strong en gentil. On va ramener Joe Leduc en gentil, alors que Joe Leduc venait tout juste de se retourner contre Dino Bravo puis devenir le pire des sans cœurs et des méchants au monde. On va faire des passes des passes suicides comme ça en espérant qu'il y ait quelque chose qui colle puis quelque chose qui embarque pour les fans. Puis finalement, c'est pas ce qui va se produire. Ouais, je me rappelle. C'est triste, mais c'est comme ça. Puis je veux dire, on peut prendre n'importe quelle émission de télévision en exemple. Là. Souvent, ces émissions de télévision-là vont avoir des suites de entre, mettons, 3 à 7 ou 8 saisons. Là. C'est peut-être la grosse moyenne d'une émission de télévision. Parce que, justement, à un moment donné, tu fais le tour des histoires avec les mêmes personnages. Aujourd'hui, on va remplacer des personnages plus facilement qu'à d'autres époques. On va essayer d'injecter du sang nouveau. C'est pour ça que la lutte ressemble beaucoup plus au soap américain, au roman savon, là, si on veut le traduire à l'ancienne, parce que justement, les personnages se renouvellent, se changent, sont remplacés par des nouveaux, par des plus jeunes. Malheureusement, parfois, selon les budgets, par des moins bons. Et là, ben, les histoires vont prendre des tournures plus ou moins intéressantes. Puis, c'est pour ça que la WWE est devenue là, si importante, parce que au niveau de la production, puis en ramassant les meilleurs des meilleurs, parce qu'à Montréal, on s'est fait prendre nos 4 joyaux, mais partout ailleurs, ils ont été chercher les joyaux de tout le monde. Ouais. Donc, on s'est retrouvés dans cette situation-là. Mais ça a été une époque glorieuse au niveau télévisuel, au niveau des arénas. On va retourner au Forum de Montréal après des années. On va remplir le Forum, on va remplir le Colisée. On va avoir la chance de voir des gars à Montréal. Ça va de Yokozuna aux Road Warriors en passant par Toshiaki Kawada, qui est une grande vedette au Japon. On va voir à Montréal Kamala, Austin Idol. Je veux dire, Ric Flair, la liste là, ne finit plus de finir là, quand on regarde tous les gens qui vont venir à Montréal. Durant cette époque-là, l'époque du géant, on va avoir des combats Hulk Hogan contre le géant ferré, bien des années avant WrestleMania 3. Donc, c'est pour beaucoup de gens, dont moi le premier, je veux dire, c'est au niveau nostalgique, c'est une époque merveilleuse parce que les sentiments qu'on a vécus à cette époque-là comme amateur de lutte, on retrouve plus ça aujourd'hui. Là. Moi, il y a un individu qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui est responsable de tout ça, et même après le départ de Martel, même après le départ de Bravo, même après le départ des Rougeaux, il est resté à son poste. Et même quand la compagnie de la lutte internationale a fermé ses portes, Pat Patterson est allé le rechercher pour justement nous ramener la lutte à Montréal. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est une job qui a gardé presque 5 ans. C'est bien sûr Gino Brito, qui, pour moi, est la bougie en arrière de tout ça, là. En fait, effectivement, là, au travers de tout ça, entre les tout débuts puis la clé dans la porte, si on veut reprendre cette expression-là, Gino Brito demeure la personne qui est toujours là. Puis Gino Brito, avec le recul aujourd'hui, s'aperçoit que probablement que quand Dino puis Ricky sont partis, ça aurait été le temps de dire... on va fermer ça, puis on va faire d'autres choses. Ouais. Parce que là, il va manger ses profits des dernières années à essayer de relancer la lutte. Et comme les autres territoires partout dans le monde ont démontré, malheureusement, il n'y avait pas... Quand la pâte à dents est sortie du tube, c'est bien dur de remettre ça dans le tube. Donc, c'est un peu ça qui va se produire. Gino a été courageux jusqu'au bout, va sortir de sa retraite, son fils va être là. Il va tout tenter, là. Comme il nous le dit en entrevue, là, à un moment donné, bon, c'est David Schultz qui vient à Montréal, qui devient champion, Dr. D, David Schultz, qui avait été congédié par la WWF. On va essayer absolument n'importe quoi, dans l'espoir de frapper le jackpot, là. Parce qu'on est désespéré, puis on se dit ça se peut pas que ça revienne pas. Mais dans la lutte, souvent, il y a une expression qui dit, tu sais, quand ça va bien, tu peux faire absolument n'importe quoi, puis il n'y a rien qui va t'arrêter. Mais quand ça va mal, on dirait que tu es comme plus capable d'arrêter la boule de neige qui dévale la montagne. Là. Peu importe ce que tu fais, ça marche pas.
t'es pas capable d'arrêter ce mouvement-là. Là. Et c'est un peu ce qui s'est produit. Là. À partir du moment que les frères Rougeau sont partis, ça va tranquillement. Là, puis là, il y a un moment donné, ben, tu peux juste te faire écraser par la boule. Je sais, là, vers la fin, dans la dernière année, on va connaître une grosse foule au Colisée de Québec avec un gros match avec les Road Warriors. Puis bon, ça avait attiré beaucoup. Mais ça devient comme une espèce de une goutte dans un océan de salle vide. Donc, puis les Road Warriors, ben, tu ne pouvais pas les avoir à chaque semaine, tu ne pouvais pas les avoir pour chaque enregistrement à télé. C'était des passes suicides dans l'espoir de relancer, mais il n'y a aucune personne qui restait à temps plein, que ce soit Richard Charland, Gino Brito Jr., Steve Strong, qui sont devenus des joueurs capables d'aller plus loin pour la compagnie comme vedette principale. Puis, sans enlever rien à ces gens-là, il n'y a aucun de ces gens-là qui est devenu une super vedette par la suite dans aucun autre territoire. Là. Donc, Gino travaillait avec ce qu'il y avait, mais c'était pas des gars qui pouvaient traîner une compagnie, force est d'avouer. Non, exactement. D'autres difficultés qui sont arrivées également, bon, il y a le départ de Carpentier, parce que veut pas, Carpentier, c'était le visage de la lutte internationale. Lui aussi s'en va dans le WWE. Mais il y a aussi cet événement tragique où tu as eu dans une soirée la mort de Mad Dog Lefebvre, de la bottine Tyler et bien sûr l'arbitre qui était Adrien Desbois, qui était un des grands arbitres de la lutte internationale. Là. Ben, ça nous ramène à 85, ça aussi. C'est sûr qu'on n'en a pas parlé, ça a fait mal, parce que Pierre Lefebvre était un autre gros joueur de la compagnie. Tarzan Tyler avait quand même une grosse réputation comme gérant et pouvait facilement donner de la chaleur, comme on dit dans le métier, aux lutteurs avec lesquels il était marié. Là. Mais force est d'avouer, Pierre Lefebvre étant un des meilleurs amis de Raymond Rougeau, étant l'ancien partenaire de Pat Patterson, il n'y en avait pas de Mad Dog à la WWF. Ça aurait été probablement logique de penser que Lefebvre est un de ceux qui aurait suivi dans cette montée vers la WWF. Là. Je ne sais pas s'il y aurait eu un rôle aussi important parce qu'il était quand même plus petit que beaucoup d'autres, mais il y avait un bon personnage, c'était un bon travaillant, donc il y aurait certainement eu un rôle. Mais je pense pas non plus que Pierre Lefebvre aurait pu devenir la vedette pour traîner la compagnie. Là. Donc ça a fait mal moralement à la compagnie à un moment où c'était... Ça devenait difficile. Ça devenait difficile, puis là, moralement, ça lui a donné un grand coup. Puis à partir de là, ben, les choses n'ont pas vraiment été pour le mieux, là, parce que, bon, les frères Rougeau vont suivre avec leur départ par la suite. Fait que tout ça a fait partie des événements là, qui ont été marquants dans la suite. Puis après ça, ben, quand un coup moral comme ça arrive à un groupe, ce qui va suivre avec les départs, puis les difficultés, puis les payes qui deviennent moins bonnes, c'est sûr que c'est un grave changement là, dans le cœur de l'équipe qui travaille pour Gino Brito. Là. Quand on parle lutte internationale, c'est difficile de ne pas parler d'Eddie Gritchman. Ah, ben là, c'est la continuité, là, c'est le fil conducteur entre l'époque des années 70 des As de la lutte. Puis, donc, Creechman va être un des joueurs importants de cette époque-là, bien sûr. Creechman, c'était un gars qui est... Je veux dire, moi, la meilleure façon d'écrire Eddie Creechman, vous savez qu'est-ce que ça fait quand on se fait quand on passe nos doigts sur un tableau puis ça grince. Là. C'est un peu, tu dis Eddie Creechman, c'est un peu ce feeling-là qui te vient dans le dos si tu as connu Eddie Creechman. C'était quelqu'un qui avait beaucoup il avait la bonne façon de peser sur les bons pitons pour faire exploser les gens. Je suis pas sûr que c'est un style qui passerait aujourd'hui parce que, je veux dire, il disait des choses des fois, là, c'était comme wow. Mais bon, pour l'époque, c'était adéquat. Pour l'époque, ça passait. Aujourd'hui, il faudrait sûrement qu'il se réadapte autrement. Mais ça a été quelqu'un qui était...
qui galvanisait tous les amateurs autour des babyface parce que tu pouvais pas aimer Eddie Creechman. C'est pas compliqué, là. C'était quand même impossible. Il était ratoureux, il était méchant, il était vulgaire. Il était insultant, puis en plus, il était riche, puis il nous disait qu'on était tous des pauvres. Il n'y avait rien pour lui, là. Il n'y avait absolument rien pour lui. Est-ce que c'était le Bobby Heenan de la lutte internationale? Oui, si on veut, oui. C'est une bonne comparaison. Mais c'est ce personnage-là qu'on voyait à la télé, de ce que j'en ai compris, il y avait une partie de ça qui était Eddie Creechman monté à 100 000%. Donc, c'était pas toujours quelqu'un de facile à travailler. C'est quelqu'un qui prenait beaucoup de place comme personnage, au détriment parfois de ses lutteurs, peut-être, avec le recul. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a jamais été considéré pour un rôle à la WWE, parce que c'est, pour reprendre une expression célèbre, c'est quelqu'un qui avait plus de facilité à se mettre over lui que mettre over les gens autour de lui, là. Bien, ça me fait penser un petit peu à Diamond Dallas Page dans le temps qu'il était coach, où est-ce qu'à un moment donné, on lui disait carrément, il va falloir que tu changes d'attitude parce que t'effaces, par ta prestance, t'effaces tes lutteurs. T'es trop présent face à eux autres, fait qu'eux autres, ils sont comme plus petits que toi, puis c'est pas ta job. Ta job, il faut que tu sois un peu plus petit qu'eux autres, mais toi, t'es juste là pour les soutenir. Et c'est de là que Diamond Dallas Page avait changé sa direction, puis qu'il avait abandonné le poste de gérant, puis qu'il était devenu lutteur, parce que justement, il s'en rendait compte qu'il prenait trop de place. Je pense que Gutchman, c'était à peu près la même chose, sauf que lui n'aurait jamais pu devenir lutteur. Eh bien, il avait été il y a tellement longtemps que c'était plus vraiment une option, là. Plus rendu à son âge. C'est ça. Puis c'est quelqu'un qui... Tu sais, il y avait... Moi, c'est ce que j'appellerais le Creechman meltdown, là, quand il se mettait à crier, puis à devenir rouge, puis on aurait dit que la boucane, il sortait par les oreilles, là. C'est pas quelque chose qui était nécessairement transférable dans une autre émission sans connaître tout l'historique des Creechman avec Abdullah, puis le Chic, puis les Rougeaux, puis comment il l'appelait le petit rat à Creechman. Bon, c'était pas nécessaire, c'était très culturellement québécois. C'était un anglophone qui parlait français pour nous écœurer, puis qui faisait venir des Américains pour planter les héros québécois. Il était parfait. Il y avait oui, au Québec, il était parfait, mais il y avait une couleur culturelle bien très, très particulière qui n'était pas nécessairement transférable dans un autre spectacle. Puis un bel exemple de dire que des fois, tu l'as ou tu ne l'as pas. Eddie l'avait, mais son fils Floyd, il ne l'avait pas pantoute. Ben, Floyd, c'était autre chose. Ouais. Floyd, c'était comme une caricature, parfois, peut-être, d'un gérant de lutte ou une caricature de son père. Fait que il était en même temps très proche de son père, mais pas avec la même... il te faisait pas... il te faisait pas résonner autant que son père. Donc, c'est toujours un peu traître quand tu es le deuxième d'une famille, parce que tout le monde veut que tu sois le successeur, mais en même temps que tu sois différent ou que tu sois meilleur. C'est pas toujours donné d'être aussi bon ou différent que celui qui nous a précédé, là. Pour finir, tantôt tu me disais il y a 2 gros événements dans la lutte internationale. Tu me disais les Rougeaux contre les Garvin, ça je m'en rappelle effectivement. Et tu me disais Rougeau contre Superstar. Puis tu vois, Dino Bravo contre Superstar. Excuse-moi, Dino Bravo contre Superstar. Mais tu vois, moi j'aurais pensé que Bravo Martel aurait été probablement l'un des plus gros événements de la lutte internationale. C'est parce qu'il y a eu 3 combats, Martel, Bravo, puis c'est tout. Puis après ça, ils se sont réconciliés, puis sont devenus les Mega Powers du Québec pour affronter les Road Warriors, puis les autres adversaires venant de l'extérieur. Donc, puis ça a eu des réactions mitigées parce que c'était gentil contre gentil. Donc, ça n'a pas eu le succès escompté. Puis c'est pas non plus quelque chose qu'ils ont amené partout en province. Il y a eu 2 matchs à Québec et 1 match à Montréal, puis c'est tout. Tandis que Bravo Superstar, de ce que nous dit Gino Brito, Creechman, pas Creechman, mais Lord Alfred Hayes, Superstar avait mis un cigare dans l'œil, il a dit Bravo. Il était sorti en sang dans une civière. Ça avait fait le tour de la province. Tu pouvais toujours mettre Dino Bravo contre Superstar sur une affiche, puis ça attirait des gens. Ouais. Donc,
ça a été au niveau financier là, d'attirer au box-office avec les Rougeaux contre les Garvin les 2 gros programmes de lutte internationale. Toi, Bertrand, qui est dans les secrets cachés de la lutte professionnelle, j'ai toujours pensé que Superstars était Axe des Demolition. Ben effectivement, Billy Dee, c'était Mask Superstar, puis c'est devenu par la suite Axe des Demolition. Donc, d'ailleurs, il va faire une visite au Québec là, le 18 septembre prochain là, lors du gala Simmania de Marc Blondin où on va lancer la biographie de Marc Blondin. Donc, Superstar, Axe de Demolition va être là pour signer les autographes. Okay. Donc, c'est quelque chose que c'est quelqu'un qui a un lien particulier avec le Québec. Superstar, il adore Montréal. Durant le temps qu'il était avec Lutte Internationale, ils vont vivre, lui et sa femme, à Montréal, dans un appartement, durant au moins 6 mois là, d'été, là, alors que la tournée va se promener un petit peu partout. Sa femme se souvient toujours de Montréal. Puis Marc Blondin, justement, me racontait que quand il faisait des entrevues avec Axe puis Demolition, il demandait toujours, bon, c'est qui la grosse vedette du hockey? C'est quoi les noms des ponts déjà? Puis là, il faisait son entrevue, puis il pluguait les ponts, puis il pluguait les joueurs de hockey, puis pour montrer qu'il y avait vraiment un lien particulier avec la ville. Donc, tu sais, c'était un ami du Géant Ferré, c'était un ami de Dino Bravo. C'était tout naturel qu'ils viennent travailler à Montréal. Puis, les gens s'en souviennent encore. Si les gens veulent en savoir un petit peu plus, y a-t-il des choses qui existent sur le marché, sur la lutte internationale? Je pense que moi, j'ai des DVD ici qui avaient été mis sur le marché. Je pense que j'en avais 2, si je ne me trompe pas. Oui, ben nous, on a fait une compilation de 4 DVD là, qui inclut des images de lutte internationale que les gens peuvent se procurer. Là, malheureusement, nous, on n'en a plus de copies. Il y en a sur iSpot.com, sur RFvideo. .com où on peut se les commander. De ce côté-là, il y a aussi, bien sûr, à la semaine prochaine, si Dieu le veut, l'histoire de la lutte au Québec, où on a quand même une importante section sur lutte internationale, ce qui a suivi lutte internationale et sur des grandes rivalités, là, comme celle avec les Rougeaux et les Garvin, puis bien sûr sur tous les joyaux de cette époque-là, là, les Dino Bravo, Ricky Martel, et les frères Rougeau. Donc, je pense que si on aime un peu la lutte de chez nous, on est le moindrement un fan d'histoire du Québec. C'est une section d'histoire importante. Les héros de la lutte au Québec, puis les gens qui sont devenus des vedettes à l'international par ce type de spectacle-là. Donc, à la semaine prochaine, si Dieu le veut, par Pat Laprade et Bertrand Hébert, je pense que c'est le plus beau compliment qu'on nous a fait, c'est de nous dire que c'était comme la Bible de la lutte au Québec. Donc, je pense que c'est à se procurer là, si on veut se rappeler de bons souvenirs ou en apprendre sur ce merveilleux sport-spectacle. Merci beaucoup, Bertrand, de nous avoir ramenés dans le temps et de nous avoir présenté la lutte internationale. Moi, c'est ma lutte. Quand j'étais tout petit, c'est comme ça que je suis tombé en amour avec la lutte professionnelle. C'est ce qui m'a amené à regarder la AWA, c'est ce qui m'a regardé à la WWF, c'est ce qui m'a amené à regarder la NWA, parce que c'était les fédérations de cette époque-là qu'on avait à la télévision, mais ça demeure que mon cœur est toujours lutte internationale pour les Bravos, les Brito, les Rougeau, les Martel et les Long Riders avec les frères Irving, les Road Warriors quand ils arrivaient là, puis quand ça ne faisait pas leur affaire, ils pitchaient des chaises dans l'arène. Eddie Gritchman, la bottine Tyler, Pierre Mad Dog Lefebvre, tous ces gens-là qui ont fait partie de mon enfance et que je suis content d'avoir pu revivre avec toi pendant cette chronique sur la lutte internationale. Bien, merci, puis à la semaine prochaine, si Dieu le veut, comme on disait à cette époque. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également
sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.